Hop. On se retrouve pour la vidéo FAQ des 100 000 abonnés de GG-Raph. Incroyable, on pensait pas arriver jusque-là. Mais avant de commencer, on va se présenter. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, voici Raph. Il est kiné, ostéo et enseignant en thérapie manuelle. Moi, c'est GG, je suis kiné, je suis diplômé en nutrition de la faculté de Paris et j'étais pendant 4 ans kiné de l'équipe de France de boxe anglaise. Ensemble, on a créé une chaîne pour tout faire afin d'améliorer votre santé avec des vidéos pédagogiques, mais aussi en invitant les meilleurs experts dans leur domaine. Ces vidéos sont disponibles essentiellement sur YouTube, mais aussi sur Spotify et Apple Podcasts. D'ailleurs, abonnez-vous. 80% d'entre vous qui nous regardent ne sont pas abonnés à notre chaîne. Plus on est nombreux, plus on a de commentaires, plus on va toucher les meilleurs médecins et scientifiques. C'est parti pour la vidéo. Alors, on a bien reçu toutes vos questions, et donc ce qu'on vous conseille, c'est de vous poser un petit peu à la maison, de vous faire couler un petit café et de venir nous rejoindre pour découvrir nos réponses. Puis en apprendre un peu plus sur nous, parce qu'il y a des histoires et des questions qui sont un peu plus personnelles. Exactement. Alors, première question, comment vous êtes connus ? Je laisse commencer. Ok. Eh ben on s'est connus, on était en séminaire kiné à Montpellier, on suivait des conférences ensemble et puis on s'est très bien entendus, on a pris par des amis en commun un petit resto et puis on a bien discuté, on a bien accroché, puis je me suis dit il paraît intelligent, il paraît très sérieux, très studieux, hein. Ton caractère, c'est le caractère du premier de la classe, hein. Moi, je suis le caractère du premier de la classe aussi, mais qui parle un peu plus fort, qui crie un peu plus. Non ? Tu me décrirais comment ? Je pense pas qu'on soit spécialement les premiers de la classe. Je pense qu'on est assez appliqué dans ce qu'on fait. Déjà, le fait de vouloir être en séminaire comme ça en kiné, ça prouve qu'on s'intéressait et qu'on voulait essayer d'apprendre d'autres choses et d'aller plus loin. Donc je pense que ça, c'était déjà assez révélateur. Après, c'est sûr que, mine de rien, mener la chaîne avec notre travail à côté, etc., faut avoir une bonne organisation et une bonne rigueur. Et donc, je pense que ça, effectivement, c'est des qualités qu'on a. Mais dans ton caractère, t'es un peu plus introverti. Tu vas être plus calme que moi. Oui, sûr. En tout cas. C'est sûr, c'est sûr. Je fais beaucoup plus de bruit que toi. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Moi, je suis beaucoup plus calme. Deuxième question, je vais te la poser, Raph. Qu'a été ton interview préférée jusqu'à présent et pourquoi ? Alors, c'est quand même une question difficile, mais je pense que le jeu, c'est pas de dire tout et dans tout, j'ai appris quelque chose, même si ça serait un peu vrai, mais c'est peut-être un peu de la langue de bois. Moi, j'ai beaucoup aimé celle avec le docteur Isabelle Tostivin, qui est néphrologue. Je l'ai aimé parce que déjà, je connaissais peu de choses sur le rein, et donc forcément, j'ai appris plein de choses. Je pense que c'est le cas de plein de gens qui nous écoutent. On a des données un peu sur le cœur, on a des données sur le foie, qui est assez à la mode. Il y a plein de vidéos, etc., plein de podcasts dessus, mais sur le rein beaucoup moins. Et donc, je trouvais que c'était vraiment intéressant. Et puis cet entretien, il est construit d'une façon où aussi on aborde certains mythes. Et je trouve que voilà, il y avait des choses sur lesquelles c'était intéressant de revenir une bonne fois pour toutes avec quelqu'un de compétent. Combien est-ce qu'il faut boire ? Est-ce que si on boit trop, c'est mauvais ? L'effet des médicaments sur les reins. Voilà, moi j'ai vraiment appris plein de choses. Donc ça, c'était l'aspect vraiment très intéressant. Et puis je trouve que elle aborde aussi déjà, elle parle très bien. Ouais, c'est vrai qu'elle parlait très très bien. Beaucoup de métaphores. Elle est très pédagogique. C'est quelqu'un de toute façon qui est habitué à parler à la télé, à la radio, etc. Et ça se sent tout de suite. Mais elle est aussi revenue longuement sur cette notion de liberté du rein, du fait que quand le rein ne fonctionnait plus, ça réduisait énormément la liberté de vie et la qualité de vie d'une personne. Et elle a vraiment mis en garde contre les stades de prédiabétique et de préhypertension. Et moi, je trouve que ça, c'est hyper pertinent. La notion de qu'il n'y a pas de petite hypertension et pas de petit diabète. Ça, j'ai adoré cette phrase-là. Ouais, tout à fait. Parce qu'en fait, on le voit tous dans notre entourage, dans nos amis, dans nos patients, etc. Des gens, quand on parle avec eux, ils vous disent ouais, je suis un peu limite niveau diabète, je suis un peu en préhypertension, mais voilà, en fait ils s'inquiètent pas parce que le problème c'est que il y a pas de symptômes au tout début. C'était un peu Karim. Comme Karim, la première fois qu'on l'a interviewé, il a dit j'ai un petit peu de diabète. J'ai dit bon, c'était un euphémisme parce qu'il avait du diabète et il avait de l'hypertension artérielle. Mais quand il a consulté, c'est j'ai un petit peu de diabète, j'ai un petit peu d'hypertension artérielle. Voilà. Et donc en fait ces gens-là, ils ont pas de symptômes parce qu'au début le fait d'avoir un peu de diabète, le fait d'avoir un peu d'hypertension artérielle, ça crée absolument rien chez la plupart des gens. Donc en fait on continue, on laisse passer 1 année, 2 années, 3 années, 5 années, 10 années. Et malheureusement, pour certaines personnes, comme l'explique Isabelle Tostivin, au bout d'un moment, on peut avoir un rein qui fonctionne à 50%, à 70% et s'orienter progressivement vers une dialyse rénale. Et en fait, vous êtes passé de tout va bien à tout va mal, en fait. Et je trouve que ça, c'est quand même hyper intéressant et elle explique bien ça dans tout le podcast, dans toute l'émission, la vidéo. Et donc, cette importance de réagir tout de suite dès qu'il y a quelque chose. Ouais. Donc, vous pouvez la regarder. Elle est très bien. Elle est très bien partie aussi. Elle fait beaucoup de vues. Donc, allez la regarder. On essaiera de la mettre quelque part. Ouais. T'essayes. Là, au-dessus de ma tête. Là, allez. ici, au-dessus. Parfait. Et alors, toi, quelle est la vidéo que t'as préférée ?
Bah moi, c'est bizarrement une vidéo qui a pas fait beaucoup de vues. On va en discuter de la raison, mais c'est celle de Serge Hackberg, qui est épidémiologiste, si j'arrive à le dire, et nutritionniste. Et en fait, c'est le créateur du Nutri-Score, c'est le créateur du slogan 5 fruits et légumes par jour. Et j'ai aimé le personnage, parce que le mec, il arrive, il a vraiment un CV, c'est une liste de courses. Il a 10 000 diplômes, il a fait 10 fois plus de choses que nous, et il la ramène 10 fois moins. Il a une humilité, il est venu nous voir, il nous a posé des questions, il était souriant. Et puis surtout, en fait, c'est un chercheur qui fait un véritable travail d'intérêt public, et il a cet altruisme dans sa recherche, et il a cette envie de transmettre des connaissances au plus grand nombre, et ça m'a vraiment impressionné. Et ça, moi, je pense que c'est une donnée qui est importante, parce que, comme tu l'as dit, c'est un chercheur émérite qui a énormément de publications, et c'est quelqu'un qui pourrait travailler dans le privé. J'ai pas de problème avec ça, ouais. Mais c'est quelqu'un qui pourrait travailler dans le privé pour une grande industrie pharmaceutique, etc. Et en fait, c'est quelqu'un qui a fait le choix, avec toute son équipe, il est pas tout seul et il le répète assez pendant la vidéo, de travailler pour le public, travailler avec des fonds publics pour essayer de donner des connaissances et donner des outils à la population pour que la population générale puisse mieux manger. Et faut savoir que les combats qu'il porte, ça lui vaut des agressions sur LinkedIn, des mails, des menaces de mort, des choses comme ça. Donc, mort, hein. Je sais pas si on se rend compte, c'est pas des gens qui veulent avoir une tunique de chevalier, mais c'est quand même des gens qui ont décidé d'embrasser un combat qui est noble et qui font ça un peu en silence dans leur coin, qui cherchent pas forcément à avoir les projecteurs et qui pourtant s'attirent beaucoup de problèmes. Ouais, et sa justification sur le Nutri-Score, sur le fait qu'il a l'humilité de dire, en fait, s'il y a un truc qui marche mieux que le Nutri-Score, je suis prêt à l'abandonner. C'est quand même une intelligence, en tout cas, qui m'a vraiment bouleversé quand on l'a rencontré et quand on a tourné cet épisode. Et tu disais donc que cette vidéo n'a pas bien marché. Ouais, elle a marchoté, quoi. Je pense que ça a pas plu à tout le monde. Ça vous a pas plu, bizarrement. On sait pas pourquoi. Alors t'es gentil quand tu dis qu'elle a marchoté. Moi je trouve qu'elle a pas bien marché du tout. Ouais. Et c'est vrai que nous, c'est une vidéo qu'elle en tenait beaucoup et ça a été une grosse incompréhension. Bon, c'est pas très grave non plus, hein. Non, mais moi je pense que c'est quand même révélateur, tu vois, du fait que des fois les gens réagissent un peu bizarrement. Tu leur donnes un outil qui, certes, n'est pas parfait, il le dit lui-même, mais qui est utile à 90-95%. Toutes les études scientifiques ont montré que le Nutri-Score permettait largement d'aider le plus grand nombre. Ouais. Et en fait, quand tu donnes cet outil, tu vas avoir des gens qui vont rentrer en guerre contre en essayant de pointer des incohérences, souvent des incohérences sur des choses que le Nutri-Score ne se défend pas de faire. Et voilà, et finalement, c'est assez cohérent parce qu'on voit que le Nutri-Score, il est rejeté par plein de gens dans la population générale. Et donc de voir que cette vidéo n'a pas marché, finalement c'est assez logique, même si moi je comprends absolument pas. Et encore une fois, c'est un outil, ça veut pas dire que c'est merveilleux. Et en plus, il a expliqué que c'était évolutif. Donc c'est-à-dire qu'au début, oui, il laisse un peu plus de liberté sur le sucre, des choses comme ça, mais encore, il y a certaines contraintes avec le sucre et recommandations, mais il va réduire progressivement. Cet algorithme est fait pour réduire progressivement et pour resserrer, pour venir faire accepter à toutes les industries agroalimentaires l'outil et ensuite dire, oh mes cocos, maintenant on vient resserrer, on vient essayer de réduire au maximum tout ce qui va être graisse saturée, qui va être sucre ajouté, etc. pour ensuite devenir progressivement l'outil de contrôle, quoi. Et pour tous les gens qui sont contre le Nutri-Score, interrogez-vous pourquoi est-ce que l'industrie agroalimentaire veut tout faire pour qu'il soit pas appliqué. Ouais, en tout cas, dans cette vidéo, il explique très bien ces choses-là, y a pas de souci. On mettra la vidéo, c'est encore là. Non, c'est là, c'est toujours là. Tu vas lui demander du travail, là. On aura du travail, là, juste ici. Ok, d'accord. Alors, autre question. Comment concilier vos vies personnelles et la gestion de la chaîne ? Oula là. Là, on rentre dans le perso, là. On rentre dans le perso. Et j'ai envie de dire que c'est difficile. C'est pas évident. C'est très difficile. C'est pas évident parce que je pense que quand vous voyez une vidéo, ça paraît simple et c'est vrai que pour 1 heure de vidéo, je sais pas combien d'heures de travail il y a derrière, mais c'est énorme. Et puis surtout, en fait, on doit travailler à côté parce que derrière, on a aussi nos patients. Mais non, les week-ends sont plutôt des week-ends de travail. Mais ça va évoluer, on sera obligé parce qu'on peut pas garder ce rythme-là constamment. C'est très difficile, donc ça nous fait énormément plaisir parce qu'on partage plein de choses avec vous, on partage de la connaissance, on rencontre des personnes extraordinaires, mais c'est vrai qu'on peut en laisser quelques plumes. On s'écoute, hein, ça veut pas dire qu'on fait n'importe quoi, on respecte toujours notre sommeil, on respecte toujours nos activités. En fait, on prône ce qu'on dit en vidéo, mais ce qui va être impactant pour nous en faisant ces vidéos-là, c'est sûr que c'est notre vie personnelle, nos sorties, nos loisirs à côté qui sont un peu plus restreints. C'est vrai.
Et je pense que c'est assez honnête de dire qu'il faudra que ça évolue, qu'on ne pourra pas continuer à travailler autant et à concilier autant d'heures de présence au cabinet avec autant d'heures de travail sur la chaîne, etc. Il y a un moment, il faudra que ça évolue pour garder un équilibre entre notre vie perso et notre vie professionnelle, parce que ça, finalement, quelque part, c'est devenu aussi notre vie professionnelle. Ouais. En fait, nous, notre objectif, c'est simple, c'est qu'il faudra réussir à se dégager du temps pour continuer à proposer la même qualité et puis qu'on puisse continuer à s'amuser avec vous et à vous partager les meilleurs experts, les meilleures vidéos, etc. Et puis en plus de toutes nos activités, on a des suivis de coaching, course à pied, on a la fusée, on a la recette, et donc ça aussi, ça nous demande énormément de boulot, entre le tournage de nos vidéos, entre le suivi, les consultations qu'on peut avoir en vidéo, qu'on doit répondre, etc. Et c'est pour ça que dans l'année à venir, 2025, normalement, on va essayer de rechercher un sponsor, par exemple, pour essayer de se libérer une demi-journée, une journée de plus, nous, pour continuer le podcast, et puis pour financer ces journées-là. Tout à fait. Donc peut-être que s'il y a des gens qui veulent sponsoriser notre podcast, voilà, exactement. C'est le moment. Voilà. Vous pouvez nous contacter par mail et on en discutera. Voilà. Certaines marques, il faut que ça respecte quand même le Nutri-Score, on va pas se cacher. Voilà, faut que ce soit au niveau valeur, faut que ça soit en adéquation avec ce qu'on prône. Au niveau valeur, ça va être compliqué aussi de je vais pas citer de marque, sinon on va avoir des problèmes. mais il y en a, c'est peut-être pas trop la peine de nous solliciter. Mais par contre, il y en a d'autres, ça serait avec plaisir. Voilà, mais je pense qu'aussi ce qu'on peut dire, c'est qu'on a plein de projets. On a plein de projets, de choses à développer pour vous, avec des nouveaux formats de vidéos, avec plein de choses. On a plein d'idées, mais on manque de temps. Donc avec plus de temps, on pourrait vous offrir encore plus de choses. Mais voilà, on manque un peu de temps. Mais ça va arriver, ça va arriver. Si vous pouviez interviewer n'importe qui choisirez-vous et pourquoi ? Ah, celle-là, j'y ai pas réfléchi. Et elle est pas facile. Vas-y. Je vais répondre. Je dirais le ministre de la Santé, en regroupant un petit peu tous les avis qu'on a pu avoir avec nos experts, d'avoir une liste de 10 recommandations à lui faire et de lui présenter ça en vidéo. Bon, par contre, ma condition, c'est qu'il arrive à se maintenir au pouvoir plus de 8 mois. Si on vient faire une vidéo avec un ministre de la Santé et que 3 mois après, il a disparu, comme ce qui se passe actuellement, est-ce que l'utilité va être vraiment importante ? Je pense pas. N'empêche que tu viens de pointer quand même, je pense, un vrai problème. On va rester soft au niveau politique, mais nous, on a eu des gens sur la chaîne qui sont en lien avec les pouvoirs publics, avec le ministère de la Santé, pour essayer de mettre en place, qui on commande des rapports, etc., et qui rendent ces rapports pour essayer de faire évoluer les politiques de santé publique. Et ils nous le disent, en fait. Ils disent, le vrai problème, c'est que moi, on me demande un rapport sur l'activité physique, sur la sédentarité, sur l'obésité, etc. Et le problème, c'est que le temps que je fasse le rapport, le ministre a changé. Et du coup, c'est peut-être plus une priorité, ou peut-être qu'il veut pas orienter tout à fait sa politique pareil. Et en fait, le problème qu'il n'y ait pas de continuité de soins, qu'il n'y ait pas de continuité de politique avec la même personne qui reste, ça fait qu'en fait, il n'y a pas de changements qui peuvent facilement se mettre à grande échelle. Et franchement, ça reste quand même un problème. Ouais. Et donc toi ? Un peu de sérieux. Moi, en fait, je sais pas, je vais être un peu orgueilleux et je vais dire que je sais pas, parce qu'il y a plus grand monde qu'on arrive à ne pas toucher sur la chaîne. Au début, ça a été très compliqué quand on partait rechercher les premières personnes avec notre petit bâton de pèlerin et que je dormais sur leur paillasson pour tout faire pour les supplier pour qu'ils viennent sur la chaîne. Et c'est vrai que maintenant ça change, parce que maintenant on a des gens qui viennent vers nous pour passer sur la chaîne, donc c'est vraiment très cool et ça nous offre plein de possibilités. Et que d'ailleurs, maintenant, ce qui est bien, c'est que nous pouvons dire oui à certaines personnes, nous pouvons refuser aussi certaines personnes, alors qu'au début, c'était plus délicat, on était à la recherche, on était en train de toquer à toutes les portes, et puis il y avait beaucoup de portes qui étaient fermées. Mais du coup, je vais dire Marine L'Orphelin. Je vais dire Marine L'Orphelin parce qu'elle est médecin. Elle a sorti un livre où elle prône l'activité physique, elle fait beaucoup de sport dans sa vie, et voilà, elle est très présente sur les réseaux sociaux, donc je serais très curieux et j'aurais très envie de l'entendre parler de tous ces sujets. Et j'ai essayé de la joindre et je n'arrive pas à rentrer en contact avec elle, donc voilà, Marine L'Orphelin, si tu nous écoutes, tu es la bienvenue. En fait, toi, tu places tous les appels à l'action, c'est-à-dire que tu fais des appels à l'action de Marine L'Orphelin, tu vas faire les images à gauche, à droite. Je vais passer les messages pour ma famille. Tu fais passer les messages. Alors, quelles sont les étapes avant de publier une interview ? Ok, donc on va essayer de vous décrypter un peu tout ça. Tout d'abord, il y a Raphaël qui va faire sa partie. Ça va être une partie, ce qu'on appelle le pré-production, d'accord ? Donc avant le tournage de la vidéo. Donc moi, généralement, je passe quand même
beaucoup de temps sur des podcasts, des vidéos, etc. à chasser des potentiels invités. Une fois que je les ai écoutés, que ça m'a plu, que j'ai trouvé qu'ils parlaient bien, que le discours était intéressant, que ça a apporté quelque chose, parce que ça aussi c'est important, pas toujours répéter sans cesse les mêmes principes. J'ai essayé de rentrer en contact avec cette personne. Et là c'est compliqué, vous avez des gens c'est très facile, et vous avez des gens c'est très compliqué, parce que soit ils sont trop populaires, et donc vous êtes noyé dans la masse. Je parlais de Marine l'orphelin tout à l'heure, quand je lui envoie un DM sur Instagram, je suis noyé, je pense, au milieu de 500 DM par jour. Et puis vous avez des gens simplement qui sont peut-être pas très médiatisés publiquement, mais qui sont très très intéressants, mais du coup qui n'ont pas trop d'adresse mail ou compte LinkedIn, etc. Et ça c'est difficile à rentrer en contact avec eux. Et puis en fait les médecins ne communiquent jamais leur téléphone portable, et les mails sont très difficilement accessibles, parce que en fait ils veulent se protéger aussi, parce que les patients ont tendance à des fois en abuser, et donc vont envoyer leur compte rendu, leur message, etc. Donc c'est très protégé. L'adresse mail et le numéro de téléphone, pour un médecin, ça ne se trouve pas sur Internet. Voilà, donc j'enquête par tous les moyens que je peux trouver, mail, téléphone, des fois j'appelle même au cabinet des médecins, et je tombe souvent sur leurs chères assistantes qui sont très très gentilles. Je dis assistantes parce que je pense qu'avoir eu que des femmes, mais voilà, qui laissent gentiment passer le message. Donc voilà, j'ai essayé de rentrer par tous les moyens possibles en contact avec eux. Des fois ça marche, des fois ça marche pas. Une fois que je les ai au téléphone, je lui explique le principe de la chaîne et je lui demande si elle veut venir. Et à ce moment-là, on fixe généralement 2 choses, donc le jour du tournage et une semaine à peu près à 10 jours avant le tournage, un visio pour parler un petit peu des grands axes qu'on abordera dans la vidéo. Donc pourquoi on a décidé de préparer un visio avant ? Alors au tout début, sur les premières vidéos, on faisait pas de visio parce que moi j'avais en tête qu'il fallait de la spontanéité, qu'il fallait pas trop que les gens soient préparés, etc. et que ça permettait de mettre en place un peu une sorte de magie à l'écran, ce qui est totalement faux. En fait, le fait de préparer la vidéo avec un visio et de parler un petit peu des différents sujets qu'on va aborder ensemble, ça permet de faire une sorte un peu de répétition générale, et du coup tout le monde est bien meilleur le jour J. Moi je connais beaucoup plus l'invité, donc c'est beaucoup plus facile de rebondir, de poser des questions, etc. Et l'invité il sait sur quoi on va l'interroger, donc des fois il fait un peu des petites recherches, etc. Et en fait le niveau de la vidéo est largement augmenté, et c'est ce qu'il faut, parce que nous notre but en fait c'est pas d'essayer de piéger l'invité sur la spontanéité, etc. C'est pas une interview politique ou j'en sais rien, on n'est pas à la recherche d'un scoop, nous on cherche juste à transmettre de la connaissance. Donc faut essayer de mettre la personne dans les meilleures conditions pour qu'elle puisse transmettre le plus d'informations possible. Ouais, et donc ensuite on passe sur le jour de tournage, donc on a revu ensemble les questions, on a fait des feedbacks sur les questions que on devait poser à l'invité, et puis à la suite de ça, tournage, on se lève très tôt, on installe tout le matos très tôt, et puis on lance la vidéo avec 3 caméras, et puis on espère que ça se passe bien, qu'il y a une bonne alchimie entre l'invité et l'intervieweur. Ensuite, ces rushs, on va tout de suite les sauvegarder. Et puis ensuite, va venir un autre travail, ça va être le travail de pré-production, où on va regarder la vidéo, on va l'analyser, on va essayer de prendre des moments... Dis on, mais c'est toi. Oui, pardon. Sur cette partie-là, oui, ça va être moi avec le monteur. On va venir sectionner les vidéos, on va les mettre en avant, et on va travailler avec le monteur sur la ligne éditoriale générale de l'interview. Et puis donc, on a un délai quand même assez long de publication. Ça veut dire qu'une vidéo qui est tournée ce mardi-là, elle va sortir dans peut-être 5-6 mois. C'est vrai qu'on a un délai qui est très long, qui surprend souvent les invités. Déjà parce qu'il y a un travail en post-prod, toi ce que tu fais avec le monteur, etc. et qui permet vraiment d'embellir la vidéo et qui est hyper important, ça demande du temps, avec des allers-retours entre vous, etc. Et puis aussi parce que, mine de rien, on a du stock et que ça c'est bien, on a réussi à avoir plein d'invités, et donc au moment où on fait cette vidéo, il y a plein d'invités qui sont déjà enregistrés que vous ne connaissez pas, mais nous on sait déjà qu'on va sortir la vidéo, et puis voilà. Est-ce que vous êtes d'accord avec tous les experts ? Moi, je vais répondre dans 80% des cas, oui, plutôt. Mais par contre, il reste un 20% où je vais pas forcément être totalement d'accord. Ce sont des experts, ils ont leur biais, ils ont leur subjectivité aussi, même si ce sont des chercheurs ou des experts, etc. Ils vont avoir leur environnement. Et donc, même dans un environnement qui est très scientifique, ils vont avoir leur biais. Et du coup, nous aussi, on a nos avis sur certains points, nos avis sur certains sujets, même au niveau médical. Et c'est normal, en fait, de pas avoir constamment le même avis que l'invité. Et ce qui est intéressant avec la chaîne, c'est que même si on a plusieurs experts qui ont même des avis différents, c'est en fait l'union, un peu le fait de regrouper ces avis qui vont faire un petit consensus sur, on va dire, une information. Et donc, ce que je trouve très bien, c'est que même si, on va dire, 80% de ce que va dire l'expert va être vrai, et en fait, ces 20% vont être lissés par tous les avis des autres experts. Ouais, tout à fait. Et après, je pense qu'il y a quelque chose aussi souvent ou un point sur lequel on peut être en désaccord, c'est quand on a un invité, par exemple, on va parler, moi je sais pas, d'alimentation ou d'un organe avec un médecin spécialiste, etc., quelque chose de très pointu. Et donc là, forcément,
bah, c'est même pas qu'on est en accord, c'est quand on écoute ce qu'il nous raconte. Ouais. Donc évidemment, on est en accord. Mais c'est quand peut-être à la fin de la vidéo, on dérive sur des sujets qui sont un peu moins dans son champ de compétences, par exemple sur de l'activité physique ou sur des choses comme ça, ou sans être en désaccord ou opposé, peut-être qu'on va trouver des fois que ça manque de nuances ou au contraire que c'est peut-être un peu grossier, qu'on pourrait apporter de la nuance et de la complexité. Mais voilà, c'est parce qu'on est souvent à la marge aussi du champ de compétences de la personne qu'on a invitée. Quels sont les défis les plus importants que vous rencontrez en tant que créateur? Bon, ça... Toi, t'as pas de défi, toi? Je te laisse répondre. Les défis... Pour GG, c'est facile. Non, on va dire, j'ai mes œillères, on fonce. Mais quel défi? Je vais réfléchir. Moi, je trouve qu'il y a un défi qui est assez difficile, et un problème qui est assez difficile, c'est arriver à réunir ce que nous, on regarderait, ce que nous, on consommerait comme contenu, et ce que vous attendez. On n'a pas forcément peut-être le même niveau de compétence, c'est normal. Nous, on est professionnels de santé, on a vu plein d'invités, etc. Et ce qui va nous plaire, ce qu'on va lire dans notre quotidien, c'est souvent des choses qui intéresseront pas le plus grand nombre. Par exemple, la vidéo que moi j'ai faite sur l'IMC, c'est une vidéo que moi je me suis régalé à faire des recherches scientifiques, à lire des articles, etc. Et c'est une vidéo qui vous a pas plu, qui a fait très peu de vues. Et donc cette vidéo, elle a permis de me rendre compte qu'en fait, ce qui moi m'intéressait n'était pas forcément ce qui vous intéressait. Du coup, bah voilà, la chaîne elle est pour vous. Donc le but c'est quand même de se mettre en phase avec ce que vous attendez et à vous apporter ce que vous voulez entendre et les conseils pratiques que vous voulez mettre dans votre quotidien sur les points qui vous intéressent. Mais c'est pas forcément quelque chose de facile de calibrer le niveau de détail et le niveau de profondeur d'un sujet pour le transmettre derrière. Bah, je pense que j'ai rien à rajouter, hein, c'était parfait. J'ai pas besoin de rajouter plus, c'était très clair. Dans les défis, il y a le fait de concilier vie perso, vie pro, on en a parlé un peu tout à l'heure. Ouais, l'heure. exactement. Il y a le fait d'essayer de faire des nouveaux formats qui vous plaisent, etc., de plus produire. Voilà, déjà, on a essayé. Ça va être le côté un petit peu plus de se challenger dans aussi ce qu'on veut sortir. Donc on a les vidéos rouges maintenant, les vidéos témoignages, et puis on va sortir plus de vidéos bleues, qui vont être des vidéos, on va parler nous précisément de sujets qui nous tiennent à cœur, le diabète, le foie gras, la perte de poids. Nous explique un peu les vidéos rouges, parce qu'on n'en a pas sorti beaucoup, un peu ce que c'est pour les gens qui regardent. On va le tester, ça veut dire que les vidéos, ça va être des vidéos inspirantes. Donc l'objectif, c'est avoir une personne qui a une histoire particulière, qui va pouvoir vous transmettre en fait une envie d'agir. Une envie de sortir de votre zone de confort, une envie de profiter de la vie et surtout de pas simplement se contenter d'être dans un statu quo, d'essayer d'être proactif sur sa santé, tout simplement. C'est vrai, parce qu'en fait, on vous montre des experts qui parlent du coup d'une problématique de santé et on voyait dans les commentaires que des fois on avait des gens qui nous disent mais moi j'ai ça, moi j'ai ci, moi j'ai ça, etc. Je sais pas par où commencer, je sais pas. J'ai l'impression que c'est pas possible de me sortir de cette situation et que je suis dans une impasse. Et donc notre but avec ces vidéos rouges, c'est de montrer que si c'est possible, il y a des gens qui se retrouvent dans ces situations analogues et qui arrivent, je vais pas dire à en sortir parce que ça dépend des gens, mais au moins qui mettent certaines petites choses en place et puis ça les mène plus ou moins loin à leur échelle, suivant leurs problèmes, suivant ce qu'ils mettent en place, etc. Mais voilà, le but c'est de vous inspirer en vous montrant qu'il y a des gens qui l'ont fait, donc vous pouvez le faire également. Tiens, bah moi j'ai envie de poser une question. Vas-y. Qu'est-ce qui t'a le plus marqué? Est-ce que c'est une posture d'invité? Est-ce que c'est... Moi je peux te répondre. Question difficile. Moi je vais te répondre. Difficile, j'ai pas d'idée. Moi le truc qui m'a le plus marqué, c'était pendant une interview, ta chaise, elle a lâché. On est arrivé pile poil à la fin de l'interview, et puis là, en fait, à moi de vous mettre l'extrait, hein. Hop. Merci beaucoup. Merci. Bon, je peux boire un coup, là? Oui. Attention, la lampe. La lampe. Il a cassé la chaise. Ah ben, elle est cassée, là. Elle était déjà cassée. Ah bon, d'accord. Je la sentais bouger depuis le début. Je suis très content parce que je l'ai en vidéo. Ah bon, cool. J'ai senti bouger depuis le début. Et là, je peux te dire. Ouais, là, attends, c'est casse-gueule. Oh là là là. Oh là, c'est toi. Voilà, régalez-vous. Il faut savoir que, je sais pas pourquoi, je force beaucoup sur les chaises en arrière. Tu les testes en fait. Et ça m'arrive souvent de casser des chaises du coup. Et là, ben voilà, c'est arrivé. Alors, ce qui est drôle, c'est que c'est arrivé avec une invitée qu'on n'a pas encore publiée sur la chaîne. Donc voilà, on va garder son identité secrète. Mais je le remettrai même dans l'interview. Hein. Mais on a parlé, je sais pas moi, 1 heure et quart. Et là, je dis, bon, bah c'est fini, très bien, merci beaucoup. Et poum, la chaise se casse. Et ce qui fait que toute la vidéo, quand même, a été faite sans le moindre problème. Ouais, c'est vrai. C'est incroyable, ça aurait pu arriver. Ouais. Mais parce que tu as toujours ta routine de t'étirer en arrière. C'est vrai que je crois que c'est fini, je fais, et paf.
Je Et fais ouais. plus du coup. Je fais plus parce qu'après il faut changer les chaises. Bon, du coup, je vais me venger comme j'ai déjà montré ces images de moi qui tombent de la chaise pendant qu'on tournait du coup un programme pour vous. Je me souviens de GG qui des fois a un peu de mal à prononcer certains mots et Je suis dyslexique et je suis fatigué. et bute un petit peu. et là aujourd'hui, ce jour-là, ça voulait vraiment pas passer. Et avec la fatigue, etc., forcément, c'est suivi un fou rire. Donc voilà, je vous mets l'image par là et comme ça, vous pouvez vous régaler également. Mais vous recréez aussi des échanges enrichissantes, oh, j'arrive pas à le dire, qui profiteront à tous. C'était très drôle. Enrichissante. Enseignez-leur, engagez des discussions. Non seulement vous allez dire... Non mais pourquoi tu rigoles? C'est juste que je voyais le mot qui arrivait. Je voyais le mot qui arrivait. J'étais en panique. C'est sûr, tu vas me buter dessus. C'est sûr que je vais buter dessus en plus. Pourquoi j'ai envie de rire? Ça m'énerve. Je craque émotionnellement. Eh ben ouais, non mais j'étais crevé, franchement, là j'étais épuisé, et toi tu m'as fait rire parce que t'essayais de pas rire, et ça me donne encore plus envie de rire, c'était horrible. Mais en tout cas, voilà, fin de vidéo, oui dis-moi. Est-ce que je te poserais pas une question est-ce que t'as des défis sportifs? Là on est fin de l'année, est-ce que t'as des défis sportifs pour 2025? Alors, défi sportif pour 2025, j'aurais bien aimé en 2025 me mettre au rugby touch. Ça, c'est un truc qui me plaît bien parce que c'est une activité qui va être très cardio, il faut de l'agilité et puis continuer en fait ma rigueur sportive, ça c'est clair, avec mes entraînements de renforcement musculaire, mes sessions de course à pied, mes sessions le dimanche après-midi d'escalade, mais en tout cas continuer à bouger et utiliser mon corps, ça c'est une... Tu fais quoi là sur un planning par semaine comme sport? Alors, quand je travaille au cabinet, je travaille le lundi, mercredi, vendredi. Sur ces jours-là, j'essaye de venir un peu à la salle le soir, salle de sport, pour faire 30 minutes de vélo ou 30 minutes de tapis de course, mais très doux. Le mardi, quand je travaille à la maison pour GGRAF, ben, en fait, ce que je fais, c'est déjà à midi, je pars à la salle pour faire de la boxe. Et puis, à 17h, j'y retourne une fois pour faire un renforcement musculaire, pour faire de la musculation. Et même programme pour le jeudi. Et le vendredi, le samedi et le dimanche, ben, j'essaie de courir un petit peu. Sachant qu'en plus, quand toi, tu travailles sur la chaîne, sur le montage, etc., t'as mis en place un montage un petit peu particulier. Ouais, parce que en fait, j'ai acheté un tapis de marche et je travaille pendant au moins 3 heures sur mon tapis de marche le mardi et jeudi. Et donc ça, mine de rien, c'est du temps gagné. Et c'est pas du temps de marche que je vais remplacer pour aller dehors, pour voir les petits oiseaux, la belle forêt parisienne, on la connaît bien. Mais par contre, c'est du temps gagné d'activité légère dans la journée. Voilà. Moi, je vais mettre ça en place très prochainement, normalement. Ouais. Et j'ai hâte parce que comme tu l'as dit, en fait, c'est super. Vous êtes en train de travailler, de faire une tâche. Alors peut-être qu'on peut pas faire toutes les tâches en marchant, mais sur les tâches qui demandent un peu moins de, je sais pas si je vais dire de concentration, mais d'application sur l'écran. Même pas, parce que moi je fais toutes les tâches difficiles sur mon écran. Maintenant, en fait, c'est une question d'habitude. C'est-à-dire au début, je gardais les tâches les plus simples devant mon PC en train de marcher, et puis maintenant, j'arrive à tout faire. Vraiment tout faire. Même les tâches de réflexion les plus intenses, ce qu'on appelle le deep work, en fait, j'y arrive très bien en marchant. Mais c'est incroyable parce que se dire qu'à la fin de la journée, on peut rajouter 5000 pas, 10 000 pas à son total de pas de la journée, c'est incroyable. Et moi, quand je vois tous les patients qui sont au cabinet en télétravail et que quand on ouvre l'application de santé de leur iPhone, ils sont à 2000, 3000 pas, je me dis, mais pourquoi ils font pas ça en fait? Et par contre, tu sais à quelle allure je marche? Très lentement, tu dois être à 3. Ouais, de 5, 3. Ouais, de 5, 3 km/h. Mais en fait, c'est pas grave parce qu'en fait, il faut pas voir ça comme le fait que t'es lent. C'est du bonus. C'est que du bonus. Ça aurait fait 0 à la place. Donc, ça, moi, je pense que c'est vraiment un truc qui est super. Mes défis sportifs, tu t'en moques? Et toi? Si, mais parce que toi, t'as d'autres défis, je te rappelle, dans la vie. Alors moi, et toi, tes défis sportifs? Défis sportifs, il y a moins de défis sportifs sur l'année 2025 qui va arriver parce que j'ai 2 garçons qui sont arrivés à la maison. Donc le but est de continuer à faire du sport, peut-être en étant un peu moins performant ou en ayant des objectifs moins élevés qu'avant, mais continuer à bouger parce que ça, c'est fondamental. Donc avant, je faisais muscu et course à pied. Malheureusement, j'ai enlevé la muscu parce que ça prend trop de temps. Aller dans une salle de sport, à l'heure actuelle, j'ai pas le temps. Donc j'aimerais en faire un peu à la maison, etc. Mais compliqué. Très compliqué quand les petits sont couchés, etc. Mais bon, il y a quand même des petites choses auxquelles je réfléchis, même si c'est des choses simples, etc. Faire sans squat, faire sans fente, avec un peu de poids, etc. Ça prend 5 minutes, ça prend 10 minutes. C'est pas l'idéal, hein, mais voilà, c'est mieux que rien. Mais déjà, tous tes trajets aussi, tu les fais à vélo. C'est vrai. Maintenant, je me déplace plus en métro, je me déplace en vélo. Parce que, justement, cumuler, ça permet quand même, à la fin d'une semaine, j'ai fait 80 km de vélo, non électrique. Ah oui.
Non Bien électrique. précisé. Donc, C'est pas parce que l'électrique c'est pas bien, hein. Moi j'adore l'électrique. non, je pense que l'électrique, il est bien pour changer les idées, pour être dehors, etc. Je suis pas sûr qu'avec un vélo électrique, alors ça dépend de la distance. Et mais... tu transpires pas? Ben, ça dépend de l'assistance, mais Ouais. ça c'est l'argument des vendeurs, tu sais, ils te disent mais quand vous voulez transpirer, vous pouvez réduire l'assistance. Je sais pas, moi j'ai l'impression que conceptuellement c'est difficile. Enfin moi personnellement j'aurais du mal à baisser la difficulté pour me dire là je vais transpirer. c'est sûr, je suis je d'accord. pense que voilà. Donc voilà, vélo, je fais mes trajets, donc effectivement je me dépense et j'ai gardé la course à pied où j'essaye quand même de courir 4-5 fois semaine, donc c'est pas mal, mais c'est ce qui me prend le moins de temps. En fait je mets mes baskets, je vais courir, les petits sont couchés, boum je pars courir 1 heure, finalement je rentre pas trop tard, etc. Et c'est voilà le plus efficient que j'ai trouvé. Et je pense que cette notion elle est importante de se dire que on peut pas toujours viser l'idéal dans ce qu'on Non. veut faire dans nos activités physiques, dans la santé, etc. Et qu'en fonction de notre vie, il faut essayer de revoir nos habitudes, tout le temps les challenger, tout le temps les modifier et en appliquer des nouvelles pour essayer d'être adapté à son quotidien. Il faut faire au mieux avec l'environnement que tu as actuellement. Voilà. Actuellement, tu fais de ton mieux. Et puis ton environnement, il va pouvoir évoluer, il va pouvoir changer et tu évolueras en fonction de... Moi, si je passe mon année 2025 en courant 4 à 5 fois semaine, en faisant peut-être un semi-marathon au milieu, etc., l'objectif il est largement rempli. Hein. Ouais, ça sera déjà très bien. Très très bien. Merci beaucoup pour toutes vos questions en tout cas. Et puis, 100 000 abonnés, on l'a fait. Bravo à vous. Donc du Bravo coup, à nous. Du coup, on refera la même pour les 200 000 abonnés. Donc, vous savez ce qu'il vous reste à faire si vous voulez qu'on parle de d'autres questions et qu'on réponde à d'autres questions plutôt. Donc voilà, abonnez-vous et on fera la prochaine pour les 200 000. À très bientôt. Ciao. Salut.